Debra Winger a été saluée comme l'une des actrices les plus captivantes des années 1980, une interprète dont le simple regard, le geste subtil ou la réplique sincère pouvaient enflammer l'écran. En 3 ans, à peine, elle a obtenu 2 nominations aux Academy Awards pour An Officer and a Gentleman et Terms of Endearment, ce qui lui a valu d'être comparée à des icônes du cinéma comme Jane Fonda et Meryl Streep. Elle est rapidement devenue la favorite des plus grands réalisateurs d'Hollywood à l'Europe, et pourtant, un peu plus d'une décennie plus tard, elle a pratiquement disparu. Il n'y a pas eu de scandale, pas d'effondrement public, pas de rôle infâme à blâmer. Juste une vérité silencieuse et tacite qui s'est répercutée dans toute l'industrie. Personne ne voulait plus travailler avec Debra Winger. Elle a été qualifiée de difficile, arrogante et incontrôlable. Et elle a répondu à tout cela par le silence. Pas d'excuses. Pas de campagne de relations publiques. Pas d'excuses. Mais la vérité, comme toutes les vérités à Hollywood, n'est jamais simple. Derrière chaque critique se cache une histoire. Derrière chaque regard froid, une blessure qui n'est pas encore guérie. Et à chaque fois que Debra Winger s'est emportée, il y avait une insulte qui aurait blessé n'importe qui d'autre de la même façon. Dans cet article, nous allons explorer les relations qui ont façonné et brisé la carrière de Debra Winger, les acteurs qui l'ont blessée, les réalisateurs qui ont essayé de la faire taire, les producteurs qui l'ont écartée, et les amitiés qui n'ont jamais vu le jour. Ce n'est pas l'histoire d'une actrice rebelle, c'est l'histoire d'une femme qui a osé dire non dans un monde qui n'aimait que ceux qui disaient oui. John Travolta, de l'amour à la gifle qui brise les dents. En 1980, Urban Cowboy n'était pas seulement le rôle qui a propulsé Debra Winger sur la carte d'Hollywood. C'est aussi la première fois qu'elle vit une relation passionnée, mais tout aussi instable. Son partenaire était John Travolta, une étoile montante fraîchement sortie de la fièvre du samedi soir. À la fois charmant et provocateur, accessible mais imprévisible. Dès leur première rencontre, Winger a senti que quelque chose n'allait pas. Travolta n'a pas commencé par une salutation ou de simples félicitations. Il lui a plutôt demandé si elle était juive. Puis il a immédiatement poursuivi, en lui demandant si elle était allée à l'université. Des questions apparemment anodines, mais qui, pour Winger, étaient porteuses d'un jugement subtil, un préjugé discret, une évaluation basée sur l'apparence, l'éducation et les antécédents. Enfin, il a fait une remarque sexuelle grossière qu'elle n'a jamais répétée publiquement. Et pourtant, au milieu de cette friction initiale, quelque chose s'enflamme encore, comme si le cinéma lui-même était attiré par le chaos. Ils se sont heurtés. À l'écran, ils sont devenus un couple tempétueux et enflammé. Hors écran, ils ont entamé une véritable relation. Enivrante, mais aussi toxique. Lors d'une scène d'amour, Travolta est chargé de gifler le personnage de Winger. Une fausse gifle classique comme dans n'importe quelle prise de vue. Mais quand les caméras ont tourné, il l'a giflé pour de vrai, si fort qu'il lui a cassé une dent. Il n'y a pas eu d'excuse, aucune pause pour prendre de ses nouvelles. Seulement de la douleur, physiquement et pire encore émotionnellement. Et fait étrange après cette gifle, Travolta l'a demandé en mariage. Debra Winger a refusé, pas de longue explication, pas de scène dramatique. Elle a simplement dit non, une réaction instinctive. Réaliser que la relation est passée de la passion à la domination et au contrôle. Elle s'est éloignée, de lui, de cette histoire d'amour déformée. Mais les fractures de cette première grande relation la suivront tout au long de sa carrière. Des années plus tard, lorsqu'on l'interroge sur Travolta, elle ne répond ni par l'amertume, ni par l'affection, seulement du silence. Le genre qui appartient à quelqu'un qui a aimé un jour, qui a fait confiance un jour et qui a été blessé un jour. D'une certaine manière, Hollywood ne donne jamais à personne le temps de vraiment guérir. Richard Gere, le mur de briques qui ne pouvait être brisé. An Officer and a Gentleman marque l'une des plus grandes réussites artistiques de la carrière de Debra Winger. Elle a été nommée aux Oscars, a été saluée par la critique pour sa profondeur émotionnelle et son authenticité,
Mais pour elle, c'était une expérience qu'elle a décrite sans détour. Je n'aimais pas ce film quand je l'ai fait, et je ne l'aime certainement pas aujourd'hui. Son partenaire Richard Gere, l'homme que le public imaginait charmant, réservé et plein d'âme, n'était pour Winger rien de plus qu'un mur de briques. Cette phrase n'était pas une blague. Pendant des années, elle est devenue le symbole de la distance et de la résistance entre deux personnes qui n'arrivaient pas à se rapprocher hors de l'écran, bien qu'elles aient incarné un couple romantique emblématique à l'écran. Louis Gossett Jr., qui incarnait le sévère sergent instructeur, a confirmé plus tard dans ses mémoires que Winger et Gere s'évitaient chaque fois que les caméras ne tournaient pas. Pas de conversation, pas d'interaction, pas même une lueur de chaleur. Richard Gere ne l'a jamais nié. Dans une interview, il a admis qu'il y avait des tensions entre eux, mais n'a pas donné plus d'explications. Winger, quant à elle, s'est montrée beaucoup plus franche. Lors d'une conversation avec le Daily Mail, elle a avoué que son manque d'assurance en tant qu'actrice la rendait irritable et qu'elle s'en prenait souvent à ses coéquipiers, en particulier à M. Gere. Je m'en prenais à tout le monde. Mais le conflit n'était pas seulement personnel. Pour Winger, les blessures les plus profondes sont venues de derrière la caméra. Dans une interview accordée au Télégraphe, elle a révélé que le réalisateur Taylor Hackford et le producteur Don Simpson l'avaient traité comme une marchandise avariée. Simpson, connu pour ses commentaires grossiers sur les femmes, a même déclaré que Winger n'était pas effable, une insulte impardonnable, même selon les normes hollywoodiennes des années 1980. Et cela ne s'est pas arrêté là. Winger se souvient qu'on lui a demandé de prendre des diurétiques certains jours parce que, selon les réalisateurs, son visage avait l'air bouffi à l'écran. Il ne s'agissait pas de recommandations médicales. Elles venaient des hommes de la salle de montage, des hommes qui se sentaient autorisés à manipuler le corps d'une femme comme s'il s'agissait d'un simple accessoire. Winger était furieuse, mais elle n'a pas reculé. Elle s'est opposée à une scène particulière qui, selon elle, trahissait l'intégrité de son personnage et le tournage s'est arrêté. Taylor Hackford était furieux. Mais plus tard, après avoir revu les images, il a dû admettre que Winger avait tout à fait raison du point de vue de l'interprétation. Le problème, c'est qu'à Hollywood, avoir raison ne garantit pas le pardon, surtout si vous êtes une femme. Lorsqu'un acteur masculin interrompt la production pour cause d'insatisfaction, c'est un perfectionniste. Quand Winger l'a fait, elle a été qualifiée de difficile, incontrôlable, un problème. Don Simpson et Taylor Hackford. Quand le producteur devient le tyran. Avec des bras, Winger, les tensions avec des acteurs comme Richard Gere ont pu être froides, passives et empreintes de silence. Mais ce qui s'est passé derrière la caméra, en particulier avec le réalisateur Taylor Hackford et le producteur Don Simpson, a été bien plus humiliant, une érosion quotidienne de sa dignité qui a entamé son estime de soi, morceau par morceau. Sur le plateau de An Officer and a Gentleman, Winger n'était pas seulement une actrice faisant ses preuves. Elle était une jeune femme évoluant dans un système dirigé par des hommes, et ces hommes n'essayaient pas de cacher leur désir de tout dominer, y compris son corps. Taylor Hackford, le réalisateur puissant mais rigide, a un jour été décrit sans ménagement par Winger comme un animal. Ce n'était pas une insulte, c'était la réaction primitive de quelqu'un qui avait été poussé dans ses retranchements trop souvent. Winger a déclaré qu'elle était souvent traitée comme une artiste de seconde zone, alors qu'elle était l'âme émotionnelle du film. Mais les blessures les plus profondes n'ont pas été infligées derrière la caméra. Elles sont venues de la salle de montage. Don Simpson, producteur tristement célèbre pour être impitoyable, vulgaire et obsédé par le contrôle des actrices, a déclaré un jour devant toute l'équipe que Debra Winger n'était pas assez faible pour jouer le rôle principal. Une insulte qui fait froid dans le dos, enveloppée dans le sexisme et l'objectivation qui ont longtemps affligé l'industrie. Et ce n'est pas tout. Après chaque journée de tournage, Simpson revoyait les images et prenait une décision. Son visage est bouffi, qu'elle devait prendre des diurétiques, pas de consultation d'un médecin, aucune considération pour son confort personnel. Si elle n'était pas assez belle à l'écran, elle devait prendre des médicaments. Debra Winger n'est pas restée silencieuse. Elle s'est rebiffée. À un moment donné,
Elle a refusé de tourner une scène qui, selon elle, déformait complètement la psychologie du personnage, un acte de résistance qui aurait été considéré comme routinier pour les acteurs masculins de l'époque. Mais pour Winger, cela lui a valu les qualificatifs de difficile d'encombrante et l'a laissé isolée au sein de son propre film. Le réalisateur Hackford était furieux du retard pris par la production. Mais plus tard, après avoir revu la scène et réévalué ses raisons, il a dû admettre qu'elle avait raison. Elle n'avait pas seulement raison sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan structurel et psychologique dans son interprétation. Pourtant, cet aveu ne s'accompagnait d'aucune excuse, seulement d'un avertissement silencieux. Elle n'est pas quelqu'un que l'on peut facilement contrôler, et à Hollywood rien n'est plus menaçant qu'une femme qui ne peut être contrôlée. Après ce film, Winger n'a plus jamais travaillé avec Hackford ou Simpson. Elle parle rarement d'eux dans les interviews, mais lorsqu'on lui a posé la question, son silence a eu le poids d'un acte d'accusation. « Je n'ai pas oublié. J'ai juste choisi de ne pas le revivre. » Madonna. Pas la même ligue, pas le même chemin. Au début des années 1990, Debra Winger a obtenu le rôle principal de A League of Their Own, une histoire sincère sur les joueuses de baseball pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un projet auquel elle croyait profondément. Elle s'est entraînée avec les Chicago Cubs pendant 3 mois d'affilée, développant son endurance physique, apprenant les techniques sportives et se préparant à incarner un véritable athlète. Pour Winger, il ne s'agissait pas d'un rôle comme les autres. Il s'agissait d'un engagement sérieux envers l'histoire, les femmes et le métier d'acteur. Puis Madonna est entrée en scène. Lorsque Winger a appris que la célèbre chanteuse pop rejoindrait le casting, elle ne s'est pas mise en colère. Elle ne s'est pas disputée. Elle n'a pas appelé le directeur ou les producteurs pour se plaindre. Elle a fait une chose, elle est partie, tout simplement, de manière décisive, sans explication. Plus tard, elle a déclaré à la presse « J'ai senti que le film avait changé de direction. D'une histoire historique, il est devenu quelque chose de plus proche d'un film d'Elvis, où la musique et les images du showbiz noient l'esprit original. Et ce n'était pas le genre de film auquel elle voulait participer. Elle n'a jamais attaqué directement Madonna. » Mais lorsqu'on l'a interrogée sur les stars de la pop jouant dans le film, Winger a prononcé une seule phrase glaçante que tout le monde à Hollywood a parfaitement comprise. Je pense que la carrière cinématographique de Madonna parle d'elle-même. Pas de drame, pas d'amertume, juste un soupir de quelqu'un qui n'avait plus la patience de faire des compromis artistiques. Winger n'a pas quitté le film par jalousie ou par orgueil. Elle s'est retirée parce qu'elle savait. Lorsque votre cœur ne croit plus en un projet, il ne mérite plus votre talent ou votre intégrité. Comme un maître artisan qui regarde des matériaux de qualité inférieure et choisit de ne pas commencer. Geena Davis la remplace. Le film a connu un grand succès et est devenu un élément très apprécié de la culture pop américaine. Mais Winger ne regrette rien. Car pour elle, l'absence est parfois le dernier acte artistique qu'un acteur puisse accomplir. Shirley MacLaine, une bataille qui ne connaîtra jamais la paix. De toutes les relations tendues que Deborah Winger a connues, aucune n'a surpassé Shirley MacLaine, la femme qu'elle appelait mère à l'écran, mais qu'elle n'a jamais été près d'appeler collègue dans la vraie vie. En 1983, elles ont joué le rôle de la mère et de la fille dans Terms of Endearment, un chef-d'œuvre cinématographique lauréat du prix du meilleur film aux Oscars, et un film qui a valu aux 2 actrices des nominations pour le prix de la meilleure actrice. Mais alors que le film raconte une tendre histoire d'amour maternel, le plateau de tournage est un champ de bataille tranquille, où 2 femmes au caractère bien trempé s'affrontent dans chaque scène, chaque regard, chaque interruption. Lorsqu'elles se sont rencontrées pour la première fois sur le plateau MacLaine, déjà une légende, avec 3 nominations aux Oscars, est arrivée avec un manteau de fourrure, une robe élégante, et l'aura posée de l'Hollywood de la vieille école. Winger, en revanche, s'est présentée avec des bottes de combat, une jupe courte et un regard plein de défis. MacLaine avouera plus tard dans ses mémoires « Je l'ai vue, et j'ai pensé, oh mon Dieu, ce n'était pas un jugement.
C'était l'alarme instinctive d'une personne d'une autre génération. Dès le début, le réalisateur James L. Brooks a dû admettre que personne ne comprenait leur relation, pas même eux. La tension atteint son paroxysme lorsque Winger, toujours impulsive et sûre d'elle, hurle sur McClane lors d'une prise où elle rate sa cible. McClane, qui n'est pas du genre à se laisser décontenancer, a répliqué « Je sais ce que c'est que d'atteindre une cible ». C'est alors que Winger est parti, a soulevé légèrement sa jupe, a regardé par-dessus son épaule et a pété au visage de Shirley MacLaine. Cette dernière a raconté ce moment dans ses mémoires « My Lucky Stars ». Winger ne l'a pas nié, lors d'un talk show en 2018. Andy Cohen lui a demandé si l'histoire des pets et des pieds léchés était vraie. Elle a esquissé un léger sourire et a répondu qu'il y avait quelque chose de vrai là-dedans. Ils ne se détestaient pas comme des ennemis. Ils se sont défiés comme des animaux sauvages, piégés dans la même cage, dont un seul pouvait sortir intact, du moins en termes de stature. Lorsque MacLaine a remporté l'Oscar, elle est montée sur scène et a prononcé la phrase désormais emblématique « Je le mérite ». Elle ne visait pas directement Winger, mais toute la salle savait qui se trouvait dans son ombre. Winger a déclaré plus tard « Nous n'avons pas déjeuné ensemble ». Mais il y avait du respect, le genre de respect partagé entre boxeurs après un combat brutal. Vous savez que votre adversaire a des mouvements mortels, mais vous ne voulez jamais une revanche. Près de 40 ans se sont écoulés, et pourtant le public n'a pas lâché l'affaire. Les talk-shows posent toujours la question. Les médias continuent de la ressusciter. Et à chaque fois, Winger se contente de sourire, laissant les autres reconstituer l'histoire comme ils l'entendent. Parce que certaines batailles gagnées ou perdues ne guérissent jamais vraiment. John Malkovich, un mannequin déguisé en acteur. À la fin des années 1980, Deborah Winger a travaillé avec toutes sortes de covedettes, certaines charmantes mais toxiques, d'autres si renfermées qu'elles semblaient étrangères, des amants physiquement agressifs aux mères de cinéma émotionnellement imprévisibles. Mais en 1990, sur le tournage de The Sheltering Sky, elle a rencontré un nouveau type de partenaire, John Malkovich, un homme qu'elle a carrément décrit comme un mannequin de piste. Non pas parce qu'il était beau, non pas parce qu'il s'habillait de façon flamboyante, mais parce que, selon les termes de Winger, il avait l'air de jouer son propre rôle et non celui du personnage. Pour Winger, il s'agit là de l'offense ultime. Elle croyait en un jeu d'acteur brut et honnête, en une émotion spontanée et en une connexion solide entre deux personnes dans un cadre commun. Mais Malkovich, avec son regard froid, son style abstrait et sa façon de parler, comme s'il racontait un monologue intérieur, était complètement invisible pour elle. Dans chaque scène, elle ne voyait pas de partenaire. Elle a vu une exposition bien conçue sans âme. Winger n'a jamais caché ses sentiments. Pas de métaphore, pas de faux fuyant. Lors d'une interview, lorsqu'on lui a demandé comment c'était de travailler avec Malkovich, elle n'a pas hésité. Il était comme un mannequin, il bougeait magnifiquement. Son visage était magnifique, mais je ne savais pas à qui je parlais. Certains ont dit que c'était de la jalousie que Winger s'emportait, parce que sa costard ne s'engageait pas avec elle. Mais pour ceux qui ont travaillé avec elle, ce n'est pas surprenant. Elle ne supportait pas les faux-semblants. Elle rejette les performances visant le public au lieu de s'enraciner dans la vérité d'un personnage. Et The Sheltering Sky, bien qu'élaboré avec grand soin par le réalisateur Bernardo Bertolucci, riche en paysages marocains obsédants et en profondeur philosophique, a été pour Winger une expérience vide. Pas à cause du scénario, pas à cause de la cinématographie, mais parce que l'homme assis en face d'elle, chaque jour, ne l'a jamais vraiment regardé dans les yeux. Après ce film, Winger n'a plus jamais travaillé avec Malkovich. Plus tard, elle n'a pas non plus parlé de lui avec amertume. Il n'est resté qu'un vague souvenir dans sa mémoire. Comme le style de jeu qu'elle n'a jamais pu accepter, froide, distante et sans cœur. Pendant 2 décennies, à Hollywood, Deborah Winger n'a manqué ni de talent, ni de célébrité, ni de charisme. Elle avait des rôles emblématiques et des nominations aux Oscars, et un public qui l'aimait pour son honnêteté brute et sans filtre. Mais elle avait aussi quelque chose que Hollywood tolère rarement chez une femme.
l'ego, l'intelligence et le refus de se plier aux règles. Pour les hommes, ces qualités sont qualifiées d'indépendance et de vision artistique. Pour Winger, ils sont devenus difficiles, irréalisables, dangereux. Le réalisateur James Bridges a admis un jour dans une interview qu'il avait été tellement en colère contre Winger qu'il avait interrompu la production lorsqu'elle avait refusé de tourner une scène. Mais plus tard, après révision, il a dû avouer qu'elle avait tout à fait raison. Winger ne s'est pas rebellée pour sa beauté. Elle a simplement refusé de se taire lorsque la vérité était déformée. Quand un personnage était falsifié, quand une actrice a été transformée en marionnette pour le contrôle des hommes. Elle a dit un jour, « Si un acteur masculin faisait ce que je faisais, on le qualifierait de perfectionniste. » Mais moi j'étais un problème. Hollywood ne pardonne pas aux femmes de cette trempe. Il ne pardonne pas à celles qui ne s'inclinent pas devant les réalisateurs qui refusent des rôles auxquels elles ne croient pas, qui parlent franchement des stars masculines trop glorifiées. Et Winger le savait. Elle le savait bien. En 1995, alors qu'elle se trouvait dans un champ en Irlande à côté de son mari, elle s'est tournée vers lui et a prononcé une phrase simple. « J'en ai fini. Pas de regrets. Pas de drame. Pas de conférence de presse pour annoncer la retraite. » Elle s'est simplement éloignée, réalisant que les rôles proposés n'étaient que des répliques fatiguées de ce qu'elle avait déjà fait. Plus de défis, plus de dialogue honnête, et il n'y a plus de raison de continuer à l'endurer. Elle a choisi de partir, pour être mère, une épouse, un observateur tranquille du monde, choisir les petites scènes plutôt que les tapis rouges, vivre avec art au lieu de vivre pour l'art. Debra Winger n'était pas une mauvaise fille d'Hollywood. Elle ne détruisait pas les décors, il n'a pas lutté contre la dépendance. Elle n'a pas manipulé la presse pour construire des mythes. Elle ne savait tout simplement pas comment baisser la tête, et n'a jamais appris. C'est peut-être pour cela qu'Hollywood, qui préfère les femmes obéissantes, n'a jamais su quoi faire d'elle. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'elle n'a jamais été oubliée. Debra Winger n'a pas disparu parce qu'elle a échoué. Elle est partie alors qu'elle était encore au sommet, quand elle avait encore le choix, alors qu'elle pouvait encore dire non. Et ce choix même aux yeux d'Hollywood est la seule chose qu'il ne pourra jamais pardonner. Elle ne plaisait pas aux autres. Elle ne se pliait pas pour s'adapter au cadre que les réalisateurs masculins avaient prédéfini. Elle n'avait pas peur de contrarier ses partenaires. Elle n'a pas feint la douceur pour s'accrocher au rôle suivant. Elle a refusé tout compromis. Et c'est là son plus grand crime dans une industrie fondée sur la conformité. Debra Winger s'est heurtée, a été blessée et mise à l'écart. Mais elle ne s'est jamais trahie. Et cela vaut peut-être plus que 3 Oscars d'or. Aujourd'hui, alors que de plus en plus de jeunes actrices commencent à parler de l'injustice de la pression exercée sur elles pour qu'elles se taisent, de la façon dont leur image et leur dignité sont contrôlées, le monde comprend, enfin. Winger a vécu ce combat il y a des décennies, seule, sans les médias sociaux, sans alliés, sans campagne de hashtag. Elle n'avait qu'une chose à faire, une voix qui ne s'est jamais laissée réduire au silence. Si quelqu'un se demande pourquoi Debra Winger n'a jamais été aimée dans l'industrie cinématographique, qu'il lui pose la question suivante. Est-ce parce qu'elle était trop difficile? Est-ce parce qu'elle était trop difficile ou parce qu'elle a osé dire ce que d'autres avaient peur de dire? Et vous, si vous étiez à la place de Debra Winger, entre la célébrité et la liberté, que choisiriez-vous? Faites-nous part de vos réflexions.